Mathias Delevac et je travaille sur Bordeaux comme kinésithérapeute. Et donc Nadia Russakissou m'a proposé de venir présenter la place de la kinésithérapie dans le parcours de soins des patients atteintes d'endométriose. Donc voilà, pour me présenter brièvement, je me suis rapidement intéressée en tant que kinésithérapeute à la thérapie manuelle, spécialisée dans les fascias, et en pratiquant cette technique, j'ai eu au départ un peu par hasard des patientes atteintes de douleurs pelviennes, et suite aux bons résultats que j'avais, j'ai commencé à me renseigner sur, sur ces douleurs pelviennes, voir quelles étaient leurs origines, quelles étaient leurs causes, et puis essayer de voir en quoi justement la thérapie manuelle pouvait les aider. Il y a 10 ans, quand j'ai commencé, il y avait très peu d'études, il n'y avait pas de formation pour les kinésithérapeutes sur la prise en charge des douleurs pelviennes. Donc je suis allée moi chercher un peu différents éléments, j'ai fait un peu un mix de tout ça, et pour mettre en place une méthode, et donc depuis il y a des études qui sont apparues en fait. Voilà. Et donc je me suis formée, donc j'ai fait un DU de rééducation périnéale, et je me suis formée récemment à l'éducation thérapeutique des patients. On essaye aussi sur Bordeaux de développer, il y a des réseaux d'endométriose, entre autres de la FENAC, qui a été fait par la région, par l'ARS, qui cherche à justement augmenter la formation de tous les thérapeutes. L'idée de cette présentation aujourd'hui, c'est d'expliquer, de répondre un peu aux questions qu'on a fréquemment en fait par les patientes, soit avant leur rendez-vous, soit quand elles arrivent au rendez-vous chez nous. Elles ne savent pas toujours à quel moment elles peuvent venir nous voir, quel intérêt ça peut avoir pour elles, comment se passent les séances. Donc voilà, l'idée c'est d'essayer de répondre un peu à ces questions. Voilà, donc en fait, toutes les patientes le savent bien, souvent dans leur parcours de soins, elles sont amenées à voir beaucoup de personnes du milieu médical, paramédical, ou de ce qu'on appelle les médecines complémentaires. Elles arrivent chez nous soit envoyées par certains médecins qui ont eu connaissance du fait que la kinésithérapie pouvait accompagner les patientes, soit elles viennent par elles-mêmes suite à des articles qu'elles ont pu voir ou des recommandations par des amis. Et nous-mêmes, en fait, on est amenés souvent à les prendre en charge à plusieurs, en fait. Même si elles viennent me voir, justement, si elles ont beaucoup de questions sur l'alimentation et des symptômes digestifs, parfois je leur indique d'aller voir un diététicien nutritionniste sur Bordeaux, ou de lire un livre de Fabia qui aide beaucoup les patientes. Voilà. Donc souvent, elles viennent nous voir soit par étapes, soit en même temps. Elles sont suivies en parallèle par différentes professions, et c'est vraiment dans ces cas-là que les résultats sont intéressants pour les patients. Voilà, donc pour répondre à quand venir avec les séances, parfois certaines ont un point de légitimité. En fait, elles viennent en me disant j'ai tous les symptômes, mais à l'imagerie il n'y a rien. Les médecins me disent que c'est pas significatif. Ça, c'est souvent la réponse dans les IRM, c'est ligaments épaissis non significatifs. Donc les pauvres, elles ont mal, mais il n'y a pas de nom. Et donc parfois, elles ne se sentent pas toujours légitimes de se faire soigner, en fait. Or, je pense que ce qui est important, c'est que nous, on soigne des symptômes, en fait. Que la personne ait une imagerie, pas d'imagerie, un diagnostic posé ou pas, ce qui compte, c'est que si elle souffre, en fait, on va la prendre en charge, parce que c'est ça la problématique, en fait. Et donc, elle peut venir soit avant le diagnostic, mais il y a des symptômes, soit après le diagnostic, parce qu'effectivement, parfois elles ont le diagnostic, mais elles n'ont pas eu tous les éléments. Donc, elles vont chercher, souvent, vous êtes toutes très actives dans la recherche d'informations, mais parfois de venir chez nous, on reprend le temps d'expliquer ces symptômes, le lien avec leur anatomie, la physiologie, et puis ce qu'on peut mettre en place, que je vais vous expliquer après, donc en parallèle de tous les autres traitements. Et aussi en préopératoire, en fait. Ça, il n'y a pas beaucoup d'études qui sortent, mais on en a parlé avec l'équipe de Tivoli. Ils aimeraient mettre ça en place parce qu'on se rend compte que les patientes qu'on a en soins avant, quand elles sont amenées à se faire opérer, souvent les suites opératoires se passent mieux. Parce que déjà, tout le travail des tissus qu'on va voir tout à l'heure permet de préparer justement le corps, d'avoir un effet justement anti-inflammatoire, de ramener plus de souplesse, de mobilité. Et puis aussi, je pense qu'il y a toute une part, par exemple, toutes celles qui ont des opérations qui va toucher la sphère vésicale ou la sphère rectale. Souvent, il y a des problèmes de transit après. On leur dit qu'il ne faut pas trop pousser, il y a des cicatrices. Mais si elles n'ont jamais eu une connaissance de leur périnée avant, c'est très difficile. Alors qu'on sort d'opération, qu'on est douloureuse, qu'on est
inflammée, pleine d'œdème, de comprendre comment relâcher son périnée ou pas. Donc vraiment, il y a un vrai travail de prise de conscience de son corps, et les patientes qui ont compris avant à quel moment contracter son périnée, à quel moment relâcher, comment gérer leur respiration, souvent quand même ça permet d'accompagner les suites opératoires voilà, pour ces patientes-là. On peut les avoir aussi en post-opératoire. Alors pareil, il n'y a pas de recommandation officielle. Souvent, on leur dit 6 semaines après, parce que souvent, quand on en parle avec les chirurgiens, c'est le moment où ils veulent bien qu'on touche à leur suture, mais certaines patientes, quand vraiment elles ont des problématiques après des célioscopies, elles viennent et on fait plutôt un effet très doux, drainant, circulatoire, pour vraiment les aider à se remettre pour certaines. Certaines n'en ont pas besoin. Et donc en accompagnant d'un parcours PMA, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ça, c'est toujours pareil, c'est préparer le corps en fait à tout ça, et effectivement un utérus qui est mobile, les ovaires qui sont mobiles aussi, qui sont souples, a potentiellement plus de chances d'accueillir et de garder un embryon. Voilà, donc bon, ça on s'en doute bien, mais la kinésithérapie quand même ne traite pas les lésions d'endométriose. Mais par contre, voilà, beaucoup d'études par contre sont sorties sur le bénéfice qu'elle a justement sur la diminution des symptômes liés à l'endométriose. Il y a beaucoup d'études. Après, elles ne sont pas du tout spécifiques. Toutes les études où on apparaît, souvent, soit ça apparaît, mais c'est marqué que les patients ont fait des séances de physiothérapie, parce que souvent c'est international, mais il n'y a pas de détail vraiment de ce qui a été fait pendant la séance. Il y a un peu de massage, un peu d'étirement, donc il n'y a pas une recommandation claire en fait. Mais en tout cas, plusieurs études prouvent que les patientes ressentent du mieux par rapport à leur douleur. Donc pour reprendre justement comme nous, voilà, souvent la plainte des patients qui arrivent chez nous, c'est le symptôme. Les 5, on appelle ça la maladie, les 5 dès l'endométriose, les 5 grands symptômes qu'on retrouve le plus souvent sont les dysménorrhées, les dyspareunies, les dysuries, les dyschésies et les douleurs pelviennes. Donc, pour vous expliquer, les dysménorrhées, c'est toutes les douleurs qui vont être liées aux règles. On appelle ça ce qu'on appelle les douleurs cataméniales. Tout ce qui est cataménial dans les articles, c'est ce qui est en lien avec le cycle et les menstruations. Donc les dysménorrhées, c'est des douleurs importantes, ça peut être des saignements importants aussi. Alors, c'est un symptôme assez connu en endométriose, mais il n'est pas spécifique à l'endométriose. Donc il y en a qui ont cette dysménorrhée sans que ce soit l'endométriose. On dit souvent qu'il faut qu'il y ait plusieurs de ces symptômes, au moins 1 ou 2 autres symptômes en plus de la dysménorrhée, pour qu'il y ait quand même plus de probabilité que ça soit l'endométriose. Il y a les dyspareunies. Les dyspareunies, c'est tout ce qui est douleur sentie au moment des rapports sexuels, en fait. Je vais le détailler un peu plus après, mais il y a des dyspareunies profondes qui sont ressenties par les patientes au fond du vagin, dans le bas-ventre, et il y a des dyspareunies superficielles, qui sont plutôt à l'entrée du vagin. Elles se plaignent souvent aussi de dysurie. Des dysuries, donc là, c'est tout ce qui est en trouble en rapport avec le fait d'uriner, en fait. Les dysuries, ça peut être soit des envies d'uriner, mais on arrive aux toilettes, rien ne sort, ou pas grand-chose. Une sensation de vidange incomplète, c'est le fait d'aller aux toilettes et d'avoir la sensation qu'il y en a toujours encore après. Voilà, et ou parfois des douleurs aussi, le fait d'aller uriner. Et parfois, pareil, ce symptôme peut être très lié au cycle. Certaines patientes vont bien la plupart du temps, et au moment des menstruations, elles se plaignent de sensations comme des fausses infections urinaires et tout ça. Ça, on retrouve parfois des causes dans les tensions au niveau de la vessie. Il y a les dyschésies. Les dyschésies, c'est le même principe, mais au niveau de tout ce qui est anorectal. C'est les patients qui vont avoir des douleurs à la défécation, on appelle ça. Au moment où les selles sortent, elles ont mal, et donc ça, effectivement, c'est un impact très important, parce que toutes ces douleurs vont entraîner des peurs d'aller aux toilettes pour uriner ou pour aller à la selle, et donc des tensions, des appréhensions. Donc, nous, on va les aider justement à comprendre ça, à comprendre le mécanisme pour pouvoir ensuite le surpasser. Et donc, toutes les douleurs pelviennes, c'est toutes les douleurs ressenties dans le bas-ventre, en fait. J'ai pas précisé, mais il y a aussi donc, toutes les douleurs justement intestinales, il y a d'autres troubles, mais ça, c'est vraiment les 5 troubles principaux retrouvés chez toutes celles qui ont l'endométriose. Donc ça, bon, je pense que vous connaissez, mais voilà, c'est pour remontrer en fait les localisations principales en fait pour l'endométriose. On voit donc à gauche la vessie, au milieu l'utérus et à droite le rectum. Toutes les parties rouges, c'est les lésions. Ils ont fait des études post-chirurgie, et c'est vraiment les zones préférentielles. Alors il y a des théories dont on a parlé tout à l'heure de flux qui expliqueraient parfois ça, mais ils ne sont pas tous d'accord. Mais
En tout cas, on retrouve souvent des zones préférentielles. Et on voit qu'effectivement, par exemple ici, il y a des lésions qui se mettent entre l'utérus et le rectum, ou qui se mettent à l'arrière de la vessie. Et donc on imagine bien que quand les selles passent à cet endroit-là, si elles appuient sur ces zones-là, où il y a eu, en fait, qui dit lésion, dit souvent inflammation, qui dit modification des tissus qui deviennent plus adhérents, moins élastiques. Donc effectivement, le passage des selles peut faire mal. Au niveau vaginal, même principe, quand il y a un rapport sexuel ou une échographie endovaginale, il y a une perte de mobilité au fond du vagin due à la présence de ces lésions et à d'autres mécanismes dont on peut parler aussi, mais qui peuvent entraîner des douleurs. Après, là, je parle des lieux, mais on est bien d'accord dans l'endométriose. Une des spécificités, c'est que les douleurs ne sont pas toujours à l'endroit où il y a les lésions et ni proportionnelles à la lésion. En fait, dans l'idée quand même, celle qui a le ligament, l'utérus et les ligaments hétérosacrés qui sont atteints a quand même beaucoup plus de risques d'avoir des douleurs au fond du vagin, mais pas certaines ont ces douleurs et n'ont rien à l'imagerie, et inversement. Et donc, mais dans tous les cas, si elles ont le symptôme, on va soigner, pareil, même s'il n'y a pas de lésion trouvée à cet endroit-là. Donc ça, c'est très important. Et pareil, là, il n'y a pas de corrélation entre l'importance des lésions, vues en chirurgie ou en imagerie, avec le symptôme des patientes, en fait. Donc, voilà, il faut faire un mix de tout ça pour que les patientes, en tout cas, se sentent légitimes, même si à l'imagerie, c'est pas exactement... voilà. Et puis souvent, elles me disent, mais je ne comprends pas, je n'ai rien à la vessie comme lésion et j'ai des douleurs de vessie. Ben oui, ça peut être ça, mais de proche en proche, les tensions se mettent, les adhérences se développent et puis ça peut faire ce genre de problème. Voilà, donc là j'ai essayé d'expliquer un peu ce que les disparités, les douleurs au rapport, c'est quand même souvent une problématique qui a vraiment un impact important dans la qualité de vie des patientes, mais qui n'est pas toujours celle qui est le plus traitée par les médecins. Si les femmes sont fertiles ou si elles ont une vie active, parfois on leur dit bon, ça ok, mais c'est peut-être pas le plus important, alors que quand même pour elles c'est quand même très important, pour elles, pour leur couple, pour leur image de femme. Donc c'était pour essayer d'expliquer un peu les principes. Donc, la dyspareunie profonde, c'est celle qui est la plus connue dans le cas de l'endométriose. Et donc, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. La présence de l'inflammation, la présence de perte de mobilité tissulaire, d'adhérence, va faire que ce fond vaginal a moins de souplesse. Mais aussi, après, on parle parfois des dyspareunies superficielles. Et souvent, elles sont soit secondaires à cette dyspareunie profonde, c'est-à-dire qu'à force d'avoir mal pendant les rapports sexuels, les patientes commencent à appréhender, à avoir peur. Souvent, c'est inconscient au départ, elles n'en sont pas vraiment pas conscientes. Et puis, en fait, leur périnée commence à se contracter de façon involontaire, soit vraiment au moment de la pénétration, mais parfois même en anticipation d'un rapport sexuel, quelques heures avant déjà, de se dire que peut-être que ce soir, peut-être il y a une soirée où elles peuvent avoir un rapport parce qu'elles ont un petit moment tranquille avec leur conjoint. Parfois, déjà, les contractions commencent. Et donc, effectivement, ça crée des dyspareunies et donc des douleurs superficielles pendant les rapports. Ça, nous, en tant qu'idée, on va pouvoir travailler là-dessus, justement. Et il y a aussi un deuxième mécanisme qui rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec les douleurs neuropathiques, où la neuropathie peut faire une inflammation nerveuse, parce que certaines personnes ont les douleurs à l'entrée sans avoir les douleurs profondes. Et pareil, tout ce système crée des douleurs, une réaction de la région, et peut créer des douleurs superficielles. Donc ça, voilà. L'autre question qu'on nous pose souvent, c'est comment va se passer la première consultation de kinésithérapie. En fait, les patientes parfois appréhendent un petit peu, soit parce qu'elles ont peur un peu de devoir parler d'elles, c'est pas toujours évident, soit elles ont, c'est intime de parler, c'est le problème urinaire, c'est le problème de défécation, c'est le problème de rapport sexuel, ça reste encore parfois un peu honteux, un peu gênant, donc elles ont envie de nous voir parce que ça les gêne et en même temps elles appréhendent. Donc c'est important qu'il y ait vraiment un accueil qui soit fait pour que justement, voilà, celles qui sont là quand endométriose, pouvoir dire ce qu'elles ressentent dans un climat bienveillant et parce que c'est important de pouvoir en parler pour pouvoir le soigner en fait. Et donc nous, ça nous permet de faire un bilan, de s'adapter à chaque patiente. Et comme on disait tout à l'heure, il y a autant d'endométriose que de patientes, donc chacune a vraiment son histoire, chacune a sa façon de le vivre, et donc c'est important que nous, notre traitement soit adapté à leurs besoins et qu'elle soit corrélée avec nous, les objectifs qu'on pense percevoir après notre bilan clinique. En fait. Donc voilà, la première étape, on en revient à ce que je viens de dire, donc c'est on va reprendre le temps de voir ce parcours qui souvent est très long, jusqu'au diagnostic et même après le diagnostic parfois.
Parfois, elles ont des avis qui ne sont pas toujours corrélés. J'ai plusieurs avis assez contradictoires. Donc, on va refaire le point sur tout ça. Et on fait aussi tout un examen clinique à la première séance, en fait, pour justement corréler entre les plaintes des patientes et ce que nous, on va voir en tant que thérapeute. Donc, on va faire effectivement un examen global de la posture si on sent qu'il y en a besoin, de la mobilité, et on va les palper, en fait. On va les palper, l'abdomen, le bassin, les différents organes, le périnée, voir un peu la mobilité justement entre tous ces organes pour voir comment les patients se ressentent. Puis on va bien voir justement, quand on met une pression, si les tissus réagissent se contractent de façon réflexe, est-ce qu'au contraire ils se laissent étirer, est-ce que la patiente ressent ce qu'on fait, parfois elles ont du mal à sentir. Quand on a une douleur chronique, souvent il y a parfois soit cette zone est surreprésentée dans le cerveau, donc les patients en fait, ont cette région ou leur vessie ou leur rectum, toute la journée elles ressentent ces sensations-là, donc c'est assez gênant. Soit au contraire, il y en a qui sont dissociés, c'est-à-dire qu'en fait il y a tellement de douleur tout le temps que le cerveau, soit il a minimisé parce que pendant des années on leur a dit mais non vous n'avez rien, ça n'est rien, donc parfois on arrête d'écouter ces signaux de la douleur, soit justement la douleur est tellement forte qu'il faut au bout d'un moment en fait cette petite dissociation pour pouvoir continuer à vivre, et les patientes vivent avec des niveaux de douleur que la plupart des femmes qui n'ont pas de douleur elles se restent tout au fond de leur lit, en fait, non, c'est tout au fond de leur lit. Donc c'est important de voir que ça crée un rapport à la douleur qui est très modifié. Et ça, nous, on le ressent vraiment dans les patientes, entre celles qui arrivent et qui arrivent très précisément à localiser leur douleur et celles qui arrivent en disant j'ai mal, et quand je leur demande de décrire, parfois elles ont du mal à mettre des mots, à savoir si ça coupe, si ça pique, si ça brûle, à quel endroit c'est. Et au bout de quelques séances, on voit que ce schéma corporel s'améliore et aide les patientes à être les premières actrices de leur corps. Ce traitement peut être fait par voie externe ou par voie interne, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc voilà, et donc on va regarder aussi les cicatrices, qu'elles soient dues à une opération d'endométriose ou à d'autres, à des anciennes hélioscopies, à des césariennes, à des épisiotomies. On va aller faire un bilan global classique kiné. L'examen interne, je voulais y revenir parce que c'est souvent une question qu'on nous pose en fait. Parfois il y en a qui arrivent avec des ordonnances qui ont 6 mois, 9 mois, 1 an, parce qu'elles avaient peur de ça. Puisque justement elles ont peur, elles ont mal quand elles passent une écho, quand elles passent ou quand elles font l'amour, donc elles se disent oh là là, si le kiné vient à cet endroit-là, ça va être douloureux. Donc je pense que c'est un gros frein parfois à nos séances. Donc c'est important de savoir qu'effectivement c'est un des outils qu'on peut utiliser, mais que c'est pas un outil indispensable. Si les patientes ne veulent pas ou ne sont pas prêtes, elles le seront, peut-être un jour on le fera ou peut-être pas, mais il faut vraiment qu'elles se sentent libres à tous les thérapeutes qu'elles rencontrent de dire leurs peurs, leurs appréhensions, parce que c'est le fondamental. Parfois elles me disent bon, s'il faut je vais le faire, et ce s'il faut, le problème c'est qu'elles vont se crisper et on va repérenniser ce circuit de la douleur qui est déjà présent. Donc il faut vraiment que ça soit fait, sauf si vraiment il y a une urgence médicale qui nécessite une échographie en urgence, mais nous en kiné il n'y a pas d'urgence. Donc voilà, l'idée c'est de vraiment savoir que c'est très important d'avoir ce consentement éclairé. Et moi souvent ce que je fais, pour celles qui sont venues me voir, c'est que pour celles qui ne sont pas tout à fait ok, je prends quand même le temps de leur expliquer quel est le but de ce toucher vaginal. Par exemple, si elle a lieu, c'est pas du tout le même but qu'un gynéco qui va toucher un col. Nous c'est vraiment pas ça, c'est d'aller justement identifier, vraiment mettre le doigt sur les lésions pour justement mettre de la pression pour que les patients puissent se dire ah tiens, mais oui, ça c'est exactement la douleur que je ressens quand je fais l'amour. Ou tiens, ça c'est exactement la douleur que je vais quand je vais à la selle. Et donc, moi, ça va me permettre, en tant que thérapeute, de pouvoir, alors, si c'est relié justement à un muscle, à un ligament, à un nerf, et de, moi, comprendre ce que je vais pouvoir faire pour ces patientes et aider mes patientes à comprendre ce qui se passe dans leur corps et comment le processus peut avoir lieu. Et cette prise de conscience des tensions va les aider. Souvent, une fois qu'elles ont réalisé qu'elles doutent de la douleur, elles la vivent différemment, elles peuvent mettre en place des petits exercices pour la faire diminuer. Donc c'est vraiment ça ce qu'on recherche. Et aussi, on travaille justement sur cette appréhension, celles qui ont une forte appréhension au rapport sexuel, le fait ou appréhension à tout examen gynéco, le fait d'y aller progressivement, de créer un lien, elles se rendent compte que souvent, en fait, elles ont moins mal qu'à nous penser, on y va très très progressivement, et ça fait partie de la thérapie, ce travail pour celles qui ont ce symptôme-là, c'est pas toutes, mais c'est vraiment une part importante et qui peut parfois les freiner. Voilà. En tant que kinésithérapeute, on a 4 grandes familles d'outils. En fait. On a une boîte à outils avec 4 grandes familles de techniques.
justement, suite à notre bilan qu'on a vu tout à l'heure, on va bien voir, suivant chaque patiente, déjà à la fin du bilan, celle chez qui on pense qu'il faut plutôt une partie rééducation, une partie éducation physiologique, voilà. Et donc dans le traitement, souvent on aborde un peu les quatre, mais en proportions différentes suivant chacune, dans un ordre différent suivant la demande de la patiente et nos constats. Je vais vous expliquer un peu plus ce qu'on propose. Donc tout ce qu'on appelle la partie justement éducation physiologique, ça revient aussi à ce que j'expliquais déjà tout à l'heure sur l'appréhension à la douleur, c'est voilà, souvent c'est commencer la séance avec un petit bassin en 3D, réexpliquer bien l'anatomie pour celles qui ne savent pas encore, pour justement en fait corréler les sensations avec l'anatomie, mieux comprendre ce qui se passe. Ce qu'on appelle la physiologie abdominaux-périnéo-diaphragmatique, c'est vraiment le lien entre la respiration. Parce que quand on a mal, on se recroqueville, on coupe la respiration, on bloque le diaphragme, voilà, et on met une bouillotte. Et donc ça, c'est vraiment la stratégie de crise. Mais entre les deux, il faut réussir à prendre conscience qu'un diaphragme peut respirer, voilà, qu'il y a tout un processus qui fait pour gérer les pressions dans cet abdomen et que ça peut avoir un effet sur les douleurs. Et donc toute la physiologie du cercle douloureux des dyspareunies, c'est vraiment voilà, cette prise de conscience que la douleur crée de l'appréhension. L'appréhension crée des contractions musculaires et ces contractions musculaires vont pérenniser les douleurs. En fait, et c'est ce qui se passe. Et nous, vraiment, le but du jeu, c'est d'inverser ce cercle vicieux pour que justement, s'il y a moins de douleur, il y a moins d'appréhension, moins de crispation. Et ça, c'est vraiment un processus qui est fondamental pour la douleur sexuelle, mais même pour toutes les douleurs ressenties par ces patients. Il y a une part de thérapie manuelle. Donc moi, effectivement, ça c'est mon dada, ça c'est la partie qui m'intéresse, que je pratique le plus. C'est vraiment, on a vraiment, parce que ça c'est une partie que les patients ne peuvent pas faire elles-mêmes. Il y a plein de choses qu'elles peuvent. On va les rendre actrices de leur traitement. Ça, toute seule, c'est assez difficile. Donc vraiment, il y a tout un travail. Donc moi, je travaille entre autres beaucoup sur les fascias, mais c'est vraiment justement, comme on disait tout à l'heure, travailler sur le relâchement des tissus, la détente. Remettre du mouvement, remettre de la sensation, remettre de la conscience, remettre de la circulation, parce qu'il y a aussi toute une partie de congestion. Donc ça, c'est vraiment une part qui soulage les patientes dans l'instant. Et l'idée, c'est une fois qu'elles ont ressenti ce relâchement des tissus, elles, avec ce qu'elles mettent en place au niveau de l'alimentation, au niveau de l'activité physique, au niveau de leur quotidien, elles arrivent à garder cet état de détente. Et en libérant donc la physiologie, voilà, on aide à libérer tous ces symptômes du quotidien. Tous ces organes qui parfois créent des gènes et l'uriner, elle va plusieurs fois par jour. Tous ces trucs-là reviennent de façon cyclique et donc c'est difficile pour elles. Et ça fonctionne très bien aussi pour toutes les douleurs justement viscérales. Ce qu'on appelle l'endobélie, là, ce ballonnement, voilà, souvent ça les soulage. C'est pas miraculeux, tout seul ça ne suffit jamais. Justement, c'est là où elles ont besoin de tout un changement de leur quotidien, que ce soit au niveau alimentaire ou au niveau de l'activité physique, mais déjà ça les soulage et ça leur permet de pouvoir se remettre en mouvement vers les autres activités qui peuvent être intéressantes pour elles. Il y a le massage, ça tout le monde connaît, mais ça reste quand même quelque chose de toujours efficace, que ce soit à visée digestive, que ce soit à visée justement de travailler sur les cicatrices parfois. On peut le faire en thérapie manuelle, mais c'est deux approches. Et puis, ce qui est intéressant dans le massage, c'est justement que ça, c'est une technique que les patientes peuvent faire par elles-mêmes et petit à petit, on les forme parfois à des techniques pour masser justement au niveau du ventre, se masser au niveau du périnée, se masser dans le bas du dos, parce que j'en ai pas parlé, mais il y a aussi beaucoup de projections de toutes ces douleurs viscérales dans les lombaires, parfois des fosses sciatiques. Donc, il y a tout ce travail qui va les soulager aussi. Ensuite, il y a un travail donc, actif, parce qu'on parle beaucoup du périnée souvent, mais qu'est-ce que ça veut dire travailler son périnée? Effectivement, parfois, pareil, certaines m'appellent en disant mais moi je ne suis pas maman, donc je ne peux pas faire l'éducation du périnée parce qu'elle pense que c'est limité à la jeune femme qui vient d'accoucher. Pas du tout, on peut venir à tout âge. Et effectivement, la rééducation est plus connue pour tout ce qui est retonification du périnée. Là, on est plutôt dans un processus contraire, c'est-à-dire que ces patientes, du fait de leur douleur, du fait de la présence de l'endométriose, de l'inflammation, sont plutôt en hypertonie permanente. Et c'est plutôt un travail justement de relâchement de ce périnée. Se rendre compte que oui, on a besoin de lui quand on va se retenir d'aller uriner, mais qu'après, il peut se détendre. Au niveau des selles, c'est pareil. Au niveau du rapport sexuel, c'est pareil. Et donc l'idée, c'est vraiment de prendre conscience de cette capacité de relâchement qu'a chacune. Et donc, on en revient toujours au même truc, il faut en prendre conscience déjà qu'on est tendu pour pouvoir se relâcher soi-même. Et donc il y a tout ce travail qui est intéressant, qui peut être fait soit
avec un accompagnement manuel, soit j'ai mis une photo avec une sonde, on appelle ça le biofeedback, qui permet à la patiente de visualiser quand elle contracte son périnée, la sonde remonte, et quand elle relâche, ça descend. Ça permet vraiment de faire un feedback qui parfois est bien à prendre conscience pour celles chez qui c'est difficile. Et voilà. Et ça, c'est pareil, c'est des exercices qui peuvent être faits à domicile. Et retrouver un périnée compétent, c'est-à-dire un périnée qui se contracte au moment qui se relâche quand on n'a pas besoin de lui, c'est aussi retrouver vraiment une libération dans beaucoup de physiologie du quotidien. Donc, il y a des étirements qui sont très importants, mais je pense que toutes celles ici qui ont une endométriose doivent pratiquer ça. Donc souvent, c'est associé au yoga. Je sais qu'il y a des ateliers de yoga qui auront lieu. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que il y a vraiment un bienfait, en fait. Surtout si on arrive à identifier quelles sont justement les postures à faire en période de règles ou en période de douleur, parce que ce n'est pas toujours les mêmes. Les patients, souvent, se font leur petite routine par elles-mêmes. Donc, moi, en kiné, souvent, quand je les vois en thérapie manuelle, en fait, c'est quelques minutes à la fin, je leur montre. Mais justement, on est en train de développer pour aussi faire des séances avec elles, pour vraiment faire des séances que sur l'étirement, pour leur donner des outils. Et souvent, en fait, moi, je les stimule à aller faire des cours de yoga régulièrement. Et il y a effectivement sur Bordeaux de plus en plus de personnes qui sont sensibilisées à l'endométriose. Et voilà, ces cours de yoga les accompagnent bien dans leur quotidien. Elles arrivent à les refaire chez elles ou avec des applications. Et c'est vraiment très très intéressant au niveau respiratoire, au niveau douleur et gestion du quotidien avec cette endométriose. Il y a aussi tous ces exercices de relaxation. Donc pareil, ça n'est pas spécifique à la kiné, il y a d'autres thérapeutes qui le font, mais ça fait partie des outils que nous on utilise. Soit parfois parce que justement pour faire toutes nos techniques de massage, thérapie manuelle, les patientes sont déjà tellement douloureuses en arrivant qu'en fait elles n'ont même pas très envie qu'on les touche. En fait elles sont vraiment en appréhension. Donc parfois on commence les séances par tout un travail justement de respiration, de relaxation. J'ai des collègues kinés qui font l'hypnose. Voilà, dans les kinés, il y en a qui sont plus ou moins formés à toutes ces techniques-là. Mais c'est vraiment intéressant. Et cette relaxation est parfois fondamentale avant de faire le reste. Parfois, c'est une séance à part entière pour leur donner des outils, leur faire expérimenter pour que, à domicile, elles puissent faire ça. Et puis certaines, effectivement, accrochent et ensuite vont en parallèle voir des sophrologues, voir des techniques de breathwork, des différentes techniques qui existent et qui sont très intéressantes. Voilà. Et la dernière grande étape, mais qui reprend un peu ce que l'on a vu avant, c'est vraiment cette notion qu'on appelle l'éducation thérapeutique, qui est vraiment le but de donner à toutes les patientes les compétences pour être elles-mêmes dans leur éducation. Parce qu'en fait, c'est elles-mêmes les mieux placées pour savoir quelles sont leurs douleurs, comment elles se sentent au quotidien. Et donc l'idée, c'est, donc ça peut être fait, soit je vous ai dit tout à l'heure, au fur et à mesure de nos séances de kiné, on distille des petits conseils justement, de tout ce qu'on a vu tout à l'heure, d'étirement, de relaxation, de tout ce qu'elles, et on les forme elles-mêmes à savoir faire. Et l'idée, ça serait aussi justement de monter des ateliers en petits groupes, ça fait partie du projet là, c'est de justement se rendre compte que parfois d'avoir un petit temps, et le côté groupe, ça serait aussi pour pouvoir s'échanger mutuellement entre patients des petits tips, des conseils, de pouvoir comparer les ressentis, tout ça animé en thérapeute sur un thème, pour justement être compétente chacune dans son quotidien. Voilà. Et donc voilà, mais comme je vous disais, toutes ces techniques, suivant le kinésithérapeute que vous allez voir, suivant les patientes, ça va être plus axé sur une technique ou une autre, mais en tout cas l'ensemble de tout ça, souvent les patientes et les études effectivement le montrent, apportent du bienfait, de l'amélioration, en complément de tout ce qui est fait à côté. Donc voilà, je vous remercie. Et puis j'ai mis mes coordonnées s'il y avait des questions supplémentaires après la journée d'aujourd'hui. Voilà.